tous, bienvenue dans ce webinar spécial Ads en B2B. Je m'appelle Vianney, je suis cofondateur d'Oscar Black et je suis aujourd'hui avec Thomas, notre expert Ads et SEO. Ouais, bonjour à tous, très heureux d'être là encore une fois. L'idée aujourd'hui, c'est qu'on va creuser le sujet des ads en B2B parce on a fait pas mal de lives sur les ads plutôt orientés B2C. On nous a dit ok, c'est bien sympa votre truc, mais nous en B2B c'est plus compliqué, ça marche pas comme ça. Donc on s'est dit ok, nous on a pas mal de clients qui sont en B2B et donc on va regarder en détail comment ça marche et on va essayer de vous donner des clés de lecture pour voir comment vous pouvez utiliser les ads avec cette clientèle parce qu'il y a beaucoup de choses à faire en fait. Ouais. Et nous on a des clients pour qui ça marche bien donc voilà, le but c'est de creuser un petit peu tout ça. Autant en parler, bien sûr. Parce qu'effectivement, c'est plus compliqué, c'est pas les mêmes mécaniques. Et pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas d'achat coup de cœur a priori possible en B2B, parce que c'est juste plus long de valider, quoi. Il suffit pas de cliquer sur une pub, de mettre sa CB. Mm. Il y a souvent des différents décisionnaires qui vont rentrer en compte, peut-être des achats, un service juridique. Enfin, c'est forcément des ventes qui sont un peu plus complexes. Et donc voilà, nous, notre but, ça va être de creuser un petit peu tout ça. Donc on a identifié en gros nos bonnes pratiques, puis on va vous partager un peu notre règle d'or en matière B2B et puis il y a différents tips pour aller voir en fonction de votre business, parce qu'évidemment c'est vraiment du cas par cas, ce qu'on peut mettre en place. Et voilà un petit peu, qu'est-ce qu'on peut dire Des d'autre exemples aussi, un concret, si on aura. Ouais, totalement, ouais. On a identifié, je crois qu'on a 4 exemples. Ouais. Qu'on va partager avec à chaque fois des typologies de business différents et donc des stratégies différentes. Donc il y en a qui vont être du B2B un peu en mode self-service avec donc potentiellement un site de e-commerce mais plutôt orienté pro. Ouais. Et d'autres qui sont plus de l'ordre du conseil en fait, ou pas forcément du conseil mais de choses qui peuvent pas être achetées directement sur un site internet, il y a forcément une case commerciale, je t'envoie un devis, ça passe par les juristes et tout. On discute. C'est plus long. Mais vous allez voir que c'est aussi tout à fait possible en fait de s'en sortir avec ces cibles-là, c'est juste que il faut réfléchir un peu plus et puis trouver des choses qui marchent, mais enfin voilà, nous on a des cas où ça marche. Clairement. Donc voilà le programme du jour, on espère que ça vous tente. Et alors avant de commencer, on va faire un petit truc, c'est qu'on va juste vous poser quelques petites questions pour voir un petit peu à qui on s'adresse, quelles sont vos activités, vos habitudes, et puis ça va nous permettre nous de savoir un petit peu voilà, comment on doit orienter notre discours. Donc c'est des questions qui vont s'afficher à votre écran, il suffit de cliquer, c'est très simple. La première question qu'on vous pose, c'est de savoir en fait concrètement quelle est votre activité. On sait qu'il y a pas mal d'étudiants qui nous regardent. On est content si on peut vous permettre d'avoir des meilleures notes, j'en doute, mais bon, pourquoi pas. Il y a aussi des fondateurs ou salariés d'agences de marketing. Salut les collègues. Il y a aussi des marques. Donc voilà, vous avez une catégorie qui doit correspondre pour vous. Deuxième question ensuite, c'est de savoir, pour ceux qui sont concernés, quelles sont les choses que vous comptez mettre en place en marketing dans les prochains mois ou cette année. Donc on a sélectionné des choses un peu habituelles, des ads, de l'influence, du SEO. Voilà, choisissez ce qui est d'actualité pour vous. Et la dernière question, qui est assez intéressante aussi, on vous demande en gros quel est peut-être le budget marketing que vous avez, ce qui permet aussi un petit peu de doser, puisque nous on a essayé de faire des exemples avec des budgets un peu différents. C'est vrai qu'on voit les choses très différentes. On bosse parfois pour des boîtes qui n'ont pas du tout de budget ou qui vont vraiment des personnes qui vont mettre leurs économies dans leur projet, et puis d'autres à côté qui ont beaucoup plus de budget. Donc voilà, c'est toujours intéressant de savoir un petit peu à qui on s'adresse sur ces sujets-là. Voilà. On attaque ? Allez, let's go. C'est parti. Bon, pour commencer, 1 minute de théorie, mais c'est la théorie qui est super importante. Et s'il faut retenir une seule chose de ce live, c'est ce qu'on va vous dire tout de suite. Donc voilà, là c'est le moment d'être concentré. Focus. Thomas, dis-nous, quelle est ta punchline sur le B2B ? Alors, la punchline que je sors 100% du temps, parce que c'est vraiment important, c'est que 100% des professionnels sont des particuliers à la base. Eh oui. Parce qu'en fait, on est tous des particuliers avant tout.
On travaille tous dans des entreprises, on travaille tous pour des marques ou ce genre de choses. Mais quand on rentre chez soi ou quand on est en plein week-end en train d'être sur Candy Crush ou en train de regarder des vidéos YouTube, on est un bon particulier. Donc du coup, c'est là où c'est hyper important d'avoir ce recul-là et de pas forcément rester bloqué dans cette approche 100% B2B. On va vendre une solution B2B, on va vendre des produits B2B, mais derrière cet aspect B2B, il y a forcément un humain qui lui est un particulier. Je trouve que ça, c'est une idée qui est vraiment très forte parce que souvent, tu vas voir des sites internet de boîtes B2B ou des logiciels. Moi, par exemple, ce qui me choque toujours, c'est les logiciels dans les pharmacies. Tu vois l'écran, Ouais. tu vois l'écran du pharmacien ou de la pharmacienne, et c'est un truc, on dirait que ça a été développé dans les années 80. Ouais, ça L'interface est n'a horrible, pas bougé, ouais. alors que si tu ouvres l'App Store et que tu regardes les applis médicales, donc tu vois plutôt dans le même domaine, Ouais. pour particuliers, là c'est parfaitement designé, Exact. il y a rien qui cloche, quoi, c'est nickel. Alors, sauf qu'en fait, le pharmacien ou la pharmacienne, je pense qu'il aimerait bien avoir le même design, tu vois. C'est ça. Et donc, en fait, pour la pub et le marketing, c'est pareil, quoi. C'est ça, c'est exactement. Et en fait, on peut prendre cette règle-là, comme tu le dis, pour l'ensemble de la branche B2B. Ça veut dire en allant du produit, en passant par le support de communication, à l'AD. En fait, si la verticale, on prend justement comme volonté de parler à un humain, donc à un particulier, avant même de parler à un professionnel, je pense que déjà l'approche est beaucoup plus simple parce que on va toucher chez la personne une corde sensible en fait de facilité ou en tout cas on comprend rapidement que la personne va peut-être aussi nous recommander pour, par exemple, justement pas être sur un logiciel qui date de 20 ans Ah ouais. et où on a réfléchi aujourd'hui à quelque chose de plus simple ou en tout cas de plus efficace pour l'humain avant le professionnel. Ouais, ça, c'est capital. Donc, ça, Capital. vraiment, faut l'enregistrer. C'est la première règle absolue. Il y en a deux, mais la première, c'est le professionnel est avant tout un particulier. Et donc, voilà, il faut s'adapter à sa psychologie et à ce qu'il a envie de voir pour le séduire. Notre deuxième règle, c'est que pour faire de l'ADS en B2B, donc vis-à-vis de pros, il faut en fait identifier, mais bon, ça vous l'avez déjà fait, votre tunnel de vente du tout début, donc de la notoriété de votre marque à la conversion. Et en fait, identifier sur ce tunnel tous les endroits pour lesquels vous pouvez faire de l'ADS. Donc, bon, là on le dit de manière très théorique, mais après on va voir évidemment comment on applique ça sur nos exemples clients. Ça veut dire que vous pouvez faire de l'ADS de notoriété, vous allez juste faire des campagnes sur votre nom de marque, sur éventuellement votre image de marque ou des choses comme ça. Vous n'allez pas avoir une transaction directe, mais au moins vous allez installer votre boîte dans la tête des gens. Vous pouvez faire de l'ADS pour capter un intérêt naissant en faisant par exemple des campagnes sur du contenu, ça peut être sur des événements comme notre webinaire là, auquel vous participez. Peut-être que certains sont tombés sur nos campagnes d'ADS pour nous rejoindre. Vous pouvez faire aussi de l'ADS sur des livres blancs, sur toutes sortes de contenus premium. Donc là, ça va être à un stade qui n'est pas encore transactionnel, mais qui est quand même déjà... il y a déjà un intérêt pour une personne qui va cliquer sur ces pubs et participer derrière. Et puis, vous pouvez aussi faire de l'ADS qui va cibler beaucoup plus en aval du tunnel de la conversion directe quand c'est possible ou quasiment directe quand c'est pas possible. Donc voilà, super important, c'est de cartographier donc votre tunnel de vente et c'est d'identifier tous les endroits où vous pouvez aller taper, ou en tout cas tous les endroits où vous pouvez soutenir votre tunnel grâce aux ads. Et ça, c'est du cas par cas. On ne pourra pas vous filer une liste, une checklist hyper exhaustive. Donc on va illustrer tout ça évidemment avec nos exemples, mais rien n'empêchera le fait de se poser sur votre activité et de regarder exactement comment vous pouvez le faire. Et pour compléter, il faut vraiment identifier aussi par rapport à son marché du coup, ce qu'on discutait un peu avant, mais c'est identifier par rapport à son marché là où on a une différenciation. Justement là où vous êtes le plus fort sur le marché, est-ce que vous êtes plus fort on va dire en début de funnel parce que justement vous avez une offre fraîche, accueillante et vous avez justement une vision par rapport à votre produit qui est différente de vos concurrents. Là c'est sûr que faire de la notoriété ça va être hyper important et ça va être hyper efficace. Là où si vous avez un prix agressif par rapport à votre marché, forcément la transaction va être beaucoup plus simple, donc peut-être arriver
à faire justement de la publicité en fin de funnel pour justement jouer sur votre facteur clé de succès tout simplement, hein. Dès que vous avez identifié ce facteur clé, appuyez là-dessus au bon moment. Et c'est là où le bon moment, ça se réfléchit, ça s'étudie, déjà en amont de votre côté, et puis après avec des experts de l'ADS comme nous ou d'autres agences, pour justement mettre en place les bonnes campagnes. Donc on avait vu voilà, l'intérêt de travailler son site pour deux raisons. La première, c'est que ça permet donc évidemment de satisfaire la psychologie d'un individu qui préfère quand même arriver sur un site qui est agréable à consulter de par son design et de par sa structuration. Donc ça, c'est super important. Mais c'est aussi intéressant plus du point de vue marketing, parce que un site qui est riche, qui contient beaucoup de contenu, peut-être des articles, des informations sur votre équipe, sur vos expériences précédentes, peut-être des cas clients, ça va vous offrir beaucoup plus d'angles d'attaque pour faire des ads. Donc évidemment les deux vont de pair. Exact. Parce qu'en plus c'est là-dessus que vous allez pouvoir communiquer sur votre réassurance. Donc la réassurance, c'est vraiment des éléments qui vont convaincre, qui vont... en fait c'est votre carte de visite, hein. C'est une grande carte de visite, hein, votre site, donc il ne faut pas hésiter à déjà d'une avoir un beau site, mais on le verra peut-être dans un autre webinaire, mais surtout travailler continuellement ce site, vraiment l'optimiser afin de tester des choses, pour tester si un mot à la place d'un autre, une couleur à la place à la place d'une autre plutôt, va fonctionner un peu plus ou moins bien, parfois, hein. Parce que en essayant de travailler sur ce site, déjà ça le rend vivant, donc d'un point de vue Google c'est intéressant, et en plus ça vous permet de bien cadrer votre discours et vos arguments en fait commerciaux. Donc c'est hyper important. Ouais, cette idée d'A/B testing, elle est hyper intéressante, je trouve. Et puis c'est vrai que quand tu as un site bien foutu, tu peux faire double ration d'A/B test entre les ads et le site, et là tu es assez servi. Enfin, disons que c'est cohérent en fait. Ce que tu vas changer sur l'ad, tu peux le changer sur une landing, et ça c'est un truc qu'on pousse beaucoup nos clients à faire, parce que c'est souvent des ressources énormes en termes d'informations récoltées, quoi. Ouais. Donc ça, c'est vraiment un point intéressant, le fait de bosser son site. Et un autre dernier sujet un peu général qu'on avait identifié, qu'on voulait vous partager, c'est les stratégies de défense de marque auxquelles tu tiens beaucoup. Ouais. Donc la défense de marque, c'est moi j'ai mon nom de marque, ouais. Il y a mon concurrent qui vient parasiter les recherches sur mon nom en faisant de l'ads, et donc moi je vais contre-attaquer en fait alors peut-être pas en allant direct faire pareil sur son nom de domaine, mais en tout cas en faisant pas obligé en tout cas, mais en faisant de l'ads sur mon propre nom de domaine à moi, pour arriver en premier sur mon domaine. Alors ça c'est surtout propre à Google, mais on peut avoir une stratégie de défense de marque aussi un peu plus cross-canal. Si on est sur du Twitter ou ce genre de choses, on peut le faire aussi en achetant des intérêts autour de notre marque, mais le plus important c'est surtout Google pour un concurrent qui prend la première place sur une recherche de notre nom de marque, ça fait jamais plaisir. Donc c'est hyper important de faire ce type de campagne en B2B notamment, parce que comme on l'a dit, la durée de décision, enfin la prise de décision est beaucoup plus longue, donc les gens ont le temps de faire d'aller à droite à gauche voir les concurrents et ainsi de suite. Donc ce serait dommage que quand ils reviennent sur le nom de marque, ils aient en premier clic le concurrent qui peut-être était juste en dessous en termes de décision, mais qu'en retournant sur le site, ils soient convaincus. Et il y a une très bonne chose à ça en termes de défense de marque, c'est que sur Google, on ne pourra jamais payer moins cher qu'à travers son nom de marque, parce que notre nom de domaine c'est le nom de la marque. Sur la page, il y a 2-3 fois le logo plus 2-3 fois le nom de la marque, donc forcément on est dans le thème. Donc Google nous met automatiquement un 10 sur 10 voire un 11 sur 10 en qualité, donc on réduit nos coûts énormément. On augmente ceux des concurrents, parce que forcément il y a un concurrent, enfin il y a une personne en plus sur le marché, donc ça augmente le prix du mot-clé d'un point de vue global. Donc techniquement on récupère notre place de premier sur notre nom de marque, et on fait payer plus cher le concurrent tout en lui prenant de la place. Donc du coup c'est là où une stratégie de cette envergure est hyper intéressante, parce que vous avez sur votre nom de marque la première position SEO et la première position SEA. Donc déjà, d'un point de vue viewport, c'est-à-dire vraiment vue d'affichage, il y a quand même beaucoup plus de place que si vous ne le faites pas. Et ça, est-ce que c'est un truc qui... tu vois, si tu as un concurrent qui a beaucoup plus de buts que toi, qui décide de s'attaquer à ton nom de domaine, il y a un moment, tu vas pas pouvoir suivre parce qu'il enchérit beaucoup plus que toi. C'est possible, mais c'est clairement possible, c'est clairement la règle, hein. Mais aujourd'hui,
je sais pas, je mets par exemple des 5 à 10 euros par jour sur une campagne de défense de marque. Et parfois, je vais pas dépenser les 70 euros par semaine, par exemple, hein. Je vais juste rester sur du 40, 50 euros. Parce que c'est vraiment une recherche particulière de taper un nom de marque. Ouais, À moins que ce soit, par exemple, des outils comme SEMrush qui sont tapés tous les jours des milliers de fois. Quand on a une marque sur un marché donné, on n'est pas forcément sur des sommes astronomiques. Donc, du coup, on est forcément affiché. Et ça reste quand même cohérent. Après, on peut, dans les gros marchés, oui, forcément, si on a un concurrent qui est leader et qui a un énorme budget, on peut passer en dessous ou ne plus être affiché. Mais j'ai jamais eu de résultat où j'avais que 10% d'affichage. Pardon. C'est toujours du 40-60%. Donc au moins ça, c'est une part de marché qu'on a récupérée. Ouais, c'est top. Donc voilà, ouais, stratégie intéressante de défense de marque. Ça, c'est vraiment un truc à pas négliger. Bon, on passe à nos exemples qu'on a ramenés dans nos valises. Les valises. Dans nos ordi en l'occurrence. Ouais, les valises OB. Ok. Donc ce qu'on a fait, nous, on a fait un petit travail scolaire, c'est qu'on a pris 4 exemples. En fait, il y en a 3 qui sont nos clients. Et un bonus. Et le quatrième, c'est nous, c'est Oscar Black. On s'est dit finalement, est-ce que le cordonnier est le plus mal chaussé? Donc on a regardé un petit peu ce qu'on fait en ads. Et on n'était pas forcément triste du résultat. Oh non, on s'est dit que ça valait le coup de le présenter. Plutôt content. On était plutôt content. Bon, on commence avec un premier exemple. Ouais. Alors justement, cet exemple, il est intéressant parce que c'est une boîte qui n'est pas du tout le cas le plus facile qu'on pourrait imaginer. C'est pas un e-commerce B2B. Ouais. C'est pas du self-serve. Donc en fait, c'est un business où pour vendre, il doit y avoir une discussion avec un commercial, éventuellement avec en face un service achat. Il doit y avoir aussi peut-être le juridique qui va passer par là. Donc il y a pas mal de choses et en fait on se rend compte que les campagnes sur lesquelles on a travaillé nous avec cette marque, elles marchent super bien. Donc on s'est dit que c'était finalement la preuve éclatante qu'il n'y avait pas besoin d'être une marque de e-commerce avec un site de e-commerce pour pouvoir utiliser les ads, quoi. Donc la boîte en question, c'est un prestataire qui organise de l'événementiel pour les entreprises. C'est ça, ils ont un spectre assez large, mais nous on a beaucoup travaillé autour de l'événementiel pour entreprises ou des formations par exemple à la prise de parole. Enfin, c'est toujours tourné autour en tout cas des collaborateurs. C'est ça qui est important, l'ADN, c'est vraiment intégrer le collaborateur soit dans un événement, soit dans une notion de formation. Soit dans des événements organisés par cette entreprise-là et qui va leur apporter de la connaissance en fait. Pour l'historique, on va pas forcément mentionner le nom de la marque, mais c'est eux qui ont créé TEDx Paris, Boma France, l'échappée volée, donc c'est quand même des références quand même de tout ce qui va être rencontre avec des orateurs ou en tout cas des thématiques professionnelles. Et en fait, c'est une entreprise qui a pour ambition vraiment de révolutionner l'engagement collaborateur au sein des entreprises, notamment les très grosses entreprises, CAC 40 ou minimum plus de 5000 employés. Donc c'est quand même beaucoup de monde et c'est des très gros budgets. Et donc c'est assez intéressant parce qu'on est arrivé de prime abord sur des campagnes qui étaient avec une volonté de la part de clients de se référencer sur les mots-clés phares que connaissait la marque jusque-là. Formation autour de la prise de parole, événements, entreprises, ce genre de choses, des choses assez bateaux mais assez simples. Et ça, c'était un peu l'idée préconçue finalement que eux avaient en se disant les ads, ça va être forcément Google Ads et ça va être forcément d'aller capitaliser sur des mots-clés dont on pense qu'ils peuvent être bons pour nous. C'est notre cœur de métier, donc on va aller dessus, quoi. Enfin, c'est vraiment, un peu une réflexion B2C, quoi. Oui. Vraiment une réflexion e-commerce, sauf que le produit étant, on devait avoir, au bout d'un certain moment, moi j'ai fait quand même une analyse post-data, donc c'est-à-dire aux alentours de 2-3 mois avec beaucoup d'itérations. Hein. J'ai pas juste attendu qu'il y ait une mauvaise décision, que je me dise, bon, tu vois, c'était pas une bonne décision. Non, il y a eu beaucoup d'itérations, de la mise en place de différentes campagnes. On était sur du search, on est passé sur de la perf max, on a fait vraiment de la recherche d'informations. Et après, on s'est dit, c'est bien, ça fonctionne, c'est intéressant. Alors, juste peut-être un petit point pause technique sur Search et Perfmax pour... pas mal, merci. Peut-être que tout le monde n'a pas... Non, mais t'as raison. Donc Search, c'est le réseau de recherche, c'est tout simplement vous tapez un mot-clé. Et par exemple, vous tapez chaussures maintenant sur Internet. Et normalement, vous avez Nike, Zarenza ou ce genre d'entreprise qui a la première position sur cette page de recherche. Donc ça, c'est le réseau de recherche, dit Search en anglais.
Et enfin, on a la performance max, qui est perf max, un peu abrégé. C'est un type de campagne qui va permettre d'afficher des annonces à la fois textuelles et visuelles sur l'ensemble des réseaux Google, donc c'est-à-dire donc le fameux réseau de recherche, YouTube, donc tout ce qui va être bannière display sur YouTube, du display pur donc sur les sites internet, et le réseau Discovery qui est le nouveau du réseau de Google qui permet d'avoir une autre approche de l'actualité. Voilà, donc c'est une autre approche totalement différente du réseau de recherche, mais c'est pour ça qu'on fait des tests, pour s'assurer déjà qu'on est sur un test, comment dire, sur une activité qui est intéressante, mais qui, entre guillemets, n'était pas la bonne solution pour cette marque. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, après analyse, on s'est rendu compte que cette marque était tellement forte en SEO que en fait, racheter les mêmes mots-clés que sur lesquels ils faisaient leur gagne-pain en fait en SEO, c'était un peu contre-productif parce qu'on mettait de l'argent sur des mots-clés qui fonctionnaient très bien sans besoin de mettre d'argent parce que au niveau concurrence sur ce marché-là, il n'y avait pas grand monde. Ok, donc si on résume, ils étaient premiers en SEO et juste au-dessus, il y avait eux en ads aussi, quoi. Voilà. Clairement, c'est un peu ça, sachant qu'il n'y avait pas 1000 personnes en ads non plus. Ouais. Après, là, ils étaient sûrs de choper tout le trafic, donc c'est pas inintéressant, mais c'est peut-être pas hyper efficient. C'est pas inintéressant, mais dans la logique de bien dépenser son argent, on peut faire mieux. Et du coup, là, c'était vraiment le parti pris de se dire, en plus de fournir des produits, on va dire RH, formation de qualité, ils avaient vraiment une partie de ce qui va être actualité, anticipation du futur au sein des entreprises, au sein des marchés, hyper intéressante et à valoriser en fait. Parce qu'en gros, ils ont une ressource. Ils créent des ressources hyper intéressantes, hyper ludiques pour tout ce qui va être RH ou même services généraux administratifs. Et donc du coup, moi, ma réflexion par rapport à ça, ça a été de dire il y a forcément des gens qui sont dans la cible qui ne vous connaissent pas. C'est sûr, ou qui ont pas forcément une envie d'aller souvent sur votre site parce qu'ils se disent c'est pas pour moi. Ouais. Et moi le but c'est de les amener dans l'univers Brightness. J'ai dit le nom de la marque, voilà. Aïe, on dira d'autres concurrents, je les connais pas, mais c'est pas grave. Pas comme à la télé. Donc dans l'univers de la marque, afin de les habituer à venir sur le site, à comprendre que c'est pas juste ces offres-là, mais que ça peut être une pléthore de solutions. Et donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. Et depuis qu'on a fait ça, du coup... Et donc là, juste concrètement, c'était des ads qui renvoyaient vers ces contenus. Je vais expliquer, concrètement. C'est ça. Les contenus, c'était quoi? Les contenus, c'est... tout d'abord, c'était un podcast. Voilà, un podcast avec une sortie hebdomadaire. Ouais. Donc une sortie sur des sujets vraiment d'actualité, par exemple l'IA... ou je sais pas, l'anticipation des crises au sein d'une entreprise dans certains cas, l'organisation quand on veut faire certaines choses dans une entreprise. Donc vraiment tourner B2B, hein, un podcast B2B 100% avec des podcasts quand même d'une vingtaine de minutes, donc un bon contenu. Donc ça vraiment c'est quelque chose d'intéressant. Donc faire de la pub, et là-dessus on a fait de la pub via des vidéos YouTube, donc là vraiment vidéo. Donc faire de la notoriété pour faire connaître ce podcast. Donc des vidéos YouTube, toi tu veux voir la dernière vidéo de Squeezie et t'as ça au début où tu te dis salut podcast sur machin. C'est ça. Et donc là le but c'était de cibler forcément à la fois donc tous les professionnels sont des particuliers. Ouais. Donc encore une fois c'est par rapport à leur thématique de navigation qu'on va les cibler. C'est vrai que ça, typiquement, point super intéressant qui illustre totalement ce qu'on disait en intro, c'est que tu vas récupérer un lead pour une activité commerciale, alors que le mec a regardé la vidéo potentiellement avant de dîner chez lui le soir. C'est clairement ça en fait. Ou dans le train quoi. C'est ça, c'est exactement ça. C'est se mettre dans ces petits moments-là d'évasion, parfois on peut dire, hein, pour quand même essayer de capter l'attention de ces personnes-là qui sont hyper intéressantes pour nous. Bon, YouTube, on va dire que c'est pas un générateur de clics fou. Ouais. Mais par contre, c'est un générateur de notoriété assez dingue. Et surtout qu'on avait un taux de visibilité à 50% de la vidéo, quasiment à 70%. C'est-à-dire que 70% des gens avaient vu au moins la moitié de la vidéo où le début du message est le message principal est au début. C'est vrai que c'est assez énorme avec YouTube, c'est que comme on s'en plaint, mais bon, comme il y en a partout, et qu'on peut vraiment pas squeezer les 5 premières secondes. C'est ça. Le tout, c'est d'être efficace dans les 5 premières secondes. Ouais. Voilà. Donc ça, c'était hyper intéressant. Ensuite, il y a eu pas mal de
vu que c'est de la stratégie surtout notoriété, donc du display, donc de l'affichage visuel et de la performance max, pareil, avec la redirection sur des contenus. Au début, c'était un podcast, ensuite, ça a été un e-book. Là aussi, avec juste une demande de téléchargement, très simple, hein, un email, un contact, et puis après télécharger. Donc ça aussi très efficace. Et là, en plus, c'était gratuit et c'était un contenu C'était vraiment quali, quoi. très qualitatif. De toute façon, tout ce qui est fait là est très qualitatif. Et là, dernièrement, on est sur justement la redirection sur des contenus actualités. Par exemple, là, les DAO, donc c'est des organisations décentralisées. En gros, il y a eu tout un article là-dessus. C'est quelque chose d'assez novateur. Et il n'y a pas grand monde qui était sur ce type de mots-clés. Donc moi, je me suis dit, tiens, je vais acheter le mot-clé DAO et rediriger vers ce contenu-là. C'est tout ce travail-là d'être à l'affût de ce que va sortir sur les actualités ou sur les nouveaux contenus et de l'utiliser à travers de l'AD. Ouais, c'est un travail de veille permanent là-dessus. Et là-dessus, il y a un truc qui marche bien, je trouve. Alors, bon, c'est une idée pour certains business, ça ne marchera pas pour tout le monde. C'est du décryptage d'actualité et notamment tu sais, des lois qui sortent et qui te forcent à faire tel ou tel truc, qui te libèrent une niche fiscale que toi tu vas pouvoir récupérer, ou que tes clients vont pouvoir récupérer. Et en fait, tu fais ton meilleur livre blanc là-dessus, un petit formulaire où tu récupères du mail. Et ça, c'est hyper efficace. Ça, c'est des trucs. C'est vrai que la pratique du livre blanc est très efficace. Ça prend un peu de temps, mais une fois qu'on l'a, en plus, ça peut servir à tout moment. Donc, c'est ça qui est bien. Sur cet exemple-là, est-ce que tu as des chiffres un peu à partager en termes du budget peut-être qu'ont coûté ces campagnes et puis bon, on parlera après des KPI. Mais... Ouais, sur les budgets, on est aux alentours de, on va dire, 20 à 30 euros par jour. Ouais. Vu que c'est de la notoriété, pas besoin non plus de se ruiner. Ouais. On veut vraiment être affiché, surtout que le display, la performance max et du YouTube, c'est des coûts qui sont pas forcément très chers en termes de vues, en termes d'affichage. Donc ça reste assez abordable. Là où les mots-clés quand même coûtaient beaucoup plus cher quand on se mettait sur formation, professionnelle. Les mots-clés qui coûtent beaucoup plus cher, donc un peu moins de passage. Donc 20-30 euros, c'est à peu près, de toute façon on verra dans les exemples, c'est à peu près ce qu'on a en B2B. On peut bien sûr aller beaucoup plus loin. Moi, j'ai travaillé avec des très gros budgets, hein, du 150 euros par jour, ça existe, sur une marque qui veut vraiment occuper l'espace sur plein de thématiques différentes. Mais là, on était sur cette triple approche, on va dire notoriété, donc display, performance max et YouTube, à travers du 20 à 30 euros. Ok, ouais. Ce qui est intéressant, parce que si on compare au B2C, c'est des budgets qui sont quand même très faibles. Et du coup, ça permet d'attaquer... en fait avec pas grand chose, quoi. C'est ça, en fait c'est dans les deux, en fait, mais comme le B2C, il faut juste bien réfléchir et pas juste mettre de l'argent pour mettre de l'argent, surtout qu'aujourd'hui les plateformes sont capables de nous donner des retours sur est-ce qu'on investit assez ou pas pour être affiché tout le temps. Donc autant marcher avec la data plutôt que de se dire tiens, je vais mettre 400 euros et c'est sûr que ça va marcher. C'est surtout ça, de toute façon on conseille toujours ça, que peu importe le secteur, c'est surtout ça qu'il faut valoriser. Ouais, non, c'est clair. On a... Ouais, et puis sur le plan des KPI, donc là j'imagine que t'avais pas mal de choses liées à tout ce qui va être inscription, mail récupéré. Ouais. C'était surtout ça en fait, non ? Ouais, c'est surtout ça. C'est de la génération de leads pure et dure. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que on peut se dire, tiens, ça fait cher le lead. Par exemple, si on fait 10 leads par mois, on fait 300 x 30, ça fait 900 euros par mois. Ça peut être vraiment beaucoup. Par exemple, si on fait 5 leads dans le mois, on se dit, divisé par 5, je suis très mauvais là, d'un coup. Divisé par 10, ça fait 90 euros le lead, voilà. Très bien, sinon ça ferait plus, 180 euros le lead. On se dit que ça fait beaucoup, mais quand c'est des offres de formation qui sont à des dizaines de milliers d'euros, ça va en fait. Et c'est ça que je trouve qui est vraiment génial en B2B quand tu fais de l'ad, c'est que tu as des coûts beaucoup plus faibles qu'en B2C. Ouais. Et derrière, tu as des budgets qui n'ont rien à voir, quoi. C'est ça. Et donc en fait, c'est vraiment un canal d'acquisition qui est béni en B2B, tu vois. C'est ça, c'est juste, de toute façon, souvent le plus dur c'est la concurrence, c'est tout. Hein. Après, une fois qu'on a le bon lead, si c'est vraiment quelqu'un de qualifié, de toute façon, si notre offre est bonne, en plus ça peut signer, et ça signe sur des montants qui sont normalement, comme là, Brightness, c'est vraiment des gros contrats, donc, ou des gros événements. Ça peut être un one shot, mais c'est un gros événement, donc c'est rentable. Là, t'es content d'avoir fait, quoi. Ça organise toute l'opération, en fait. C'est ça, c'est hyper rentable.
Il y a une. Alors, on a beaucoup de questions. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de traiter pendant nos exemples clients, celles qui sont vraiment liées aux exemples. Et les autres, on y répondra plutôt à la fin pour pas trop casser le fil rouge. J'en prends juste une qui est intéressante et qui fait lien avec ce qu'on disait en entrée. C'est quelqu'un qui nous demande si c'est pertinent de faire de l'AD si on n'a pas de concurrent direct. Alors, je ne sais pas si tu parles de l'ADS pour défendre ton nom, comme on le disait au début, ou là en fait, bon, finalement, si tu es premier en SEO, c'est peut-être pas nécessaire. Maintenant, si tu parles d'ADS tout azimut et pas forcément que de la défense de domaine, je pense que ça reste quand même largement intéressant parce que tu peux capter des gens qui font des requêtes qui sont pas du tout liées à ton activité. Enfin, typiquement ce que tu disais là sur. C'est clairement, c'est ça en fait. Moi, je conseille toujours, là, je revoyais les chiffres, mais je conseille toujours d'avoir 70% de ton apport d'affaires, vraiment SEO, donc avec ton travail sur le temps, et 30% grâce à de l'ADS là où tu fais des dépenses. Parce que en fait, ça va te permettre de capter des gens qui ne seraient jamais venus sur ton site. Il faut savoir que 86% des personnes qui font une recherche et tombent sur un site ne seraient jamais venus sur Google Ads sans avoir fait cette recherche et d'être allé sur Google Ads, sur le réseau de recherche. Donc il y a quand même beaucoup. En fait, on peut s'empêcher des opportunités en se disant, je suis soit sûrement seul sur mon marché ou en tout cas leader. Je pense que c'est se fermer des portes. Donc réfléchir encore une fois au bon budget. Et ne pas se dire tiens c'est de l'argent jeté en l'air. Je pense que c'est surtout une question d'approche et une question de se dire tiens, où est-ce que mes clients sont potentiellement sans savoir qu'ils ont besoin de moi. Parce que des fois il y a beaucoup de gens en fait qui cherchent une solution à un problème et ils savent même pas que la solution existe alors qu'elle est là en fait. J'ai un super exemple pour ça, c'est la semaine dernière, nous chez Oscar Black on a signé un client. Bon, du coup j'empiète un peu sur ce qu'on se dira tout à l'heure, mais en fait on avait fait une campagne, on a mis en avant un de nos contenus premium, c'est un guide en fait qui explique quels sont les formats d'images pour les réseaux sociaux. Par exemple, si tu veux faire une bannière d'événement Facebook, c'est plutôt comme ça. Si tu veux faire un truc Insta, alors ça peut être carré, tu peux tout faire maintenant. Et donc en fait, nous on avait fait un guide, on trouvait ça intéressant, tu vois. Et donc on a fait quelques tests de campagne là-dessus. Et je crois que c'était sur Insta. Et on a quelqu'un qui a vu ça, qui a cliqué, intéressant, et qui en fait est arrivé, s'est baladé sur notre site et a été assez séduit par notre approche des ads. Et en fait, on a bien discuté, on s'est bien entendu, et hop, on a lancé une collab où on gère ses ads. Et ça en fait serait jamais arrivé autrement qu'en faisant de l'ads, parce que vraiment on est allé chercher la personne. Et donc là, c'était sur Insta. Mais on aurait pu le faire aussi sur Google en faisant sponsor, format de publication d'images, quoi. Donc vraiment, tu vois, cette idée d'aller pêcher les gens qui ne te cherchaient pas forcément, même si tu n'as pas de concurrence, en fait, elle est intéressante, quoi. C'est vraiment l'acquisition de lead facile. C'est ça. Bon, on enchaîne un petit peu sur nos exemples. On prendra donc les autres questions plutôt à la fin, sauf si elles sont en lien avec nos exemples. Bon, alors, le deuxième... C'est une boîte qui fait des capteurs frigorifiques. Alors là, on peut pas faire plus B2B. Enfin, c'est pas un sujet sexy qu'on peut présenter. Enfin, on peut pas acheter ça pour la Saint-Valentin. T'as pas ça pour tes pizzas, quoi. Ouais, j'ai pas ça pour mes pizzas, j'ai pas ça pour la Saint-Valentin, j'ai pas offert ça à ma copine, quoi. Donc c'est des capteurs frigorifiques. Concrètement, en fait, c'est des capteurs qui vont faire un relevé de température. Pourquoi c'est important ? Parce qu'au niveau de la législation et de la chaîne du froid, c'est hyper important d'avoir des frigos qui fonctionnent. En fait, tu vas en tôle, je crois, quand t'es restaurateur. Tu vas littéralement, je pense, en tôle. Si tu empoisonnes quelqu'un, c'est fini. Fin du game. Donc du coup, le but là réellement, c'est d'avoir un produit qui va permettre de faciliter donc la gestion de tout ça. Et c'est vachement intéressant parce qu'en fait, ils ont eu une approche dans un premier temps qui était vachement B2B basique. C'est-à-dire vraiment donc là, je t'appelle, tu me fais un devis, on se fait un resto, et au bout de 3 mois, on signe, quoi. On discute avec Leclerc, c'est génial, c'est cool. Donc du coup, le site servait à quoi ? À prendre des devis. Enfin, en tout cas, des leads avec des demandes de devis, tout simplement. Donc ça marchait, donc c'est OK. Mais pour eux, ça manquait un peu de dynamisme. Mieux, quoi. Surtout qu'en fait, là, techniquement, c'est un produit ou plusieurs produits, et tu veux celui-là, très bien, je te le livre. Ouais. Et donc, en fait, c'est comme s'ils rajoutaient eux-mêmes un intermédiaire, alors que c'était eux le vendeur principal, quoi. Donc, c'est un peu problématique.
Et donc, du coup, là, dernièrement, ils ont sorti, en plus de ce site-là, un Shopify, voilà, concrètement. Très bien. Du e-commerce avec la vente, du kit de démarrage, vraiment kit découverte, capteur frigorifique, avec donc 2 capteurs, le branchement et tout ce qui s'ensuit. En fait, le but de ça, avant de parler des ads, c'est de rentrer chez les professionnels grâce à un kit à très bas prix. Une fois que tu es rentré et une fois que tu as prouvé que ton produit c'était de la balle, et bah forcément il va te rappeler. C'est beaucoup mieux que demander un email et un téléphone en se disant bah, j'espère qu'il va me donner son email et son numéro pour que je l'appelle. Là, c'est il achète, il est convaincu, il te rappelle. Bah, forcément, normalement, ça va beaucoup mieux. Ouais. Mais du coup, ils te rappellent pourquoi? Pour de l'upsell sur des produits plus Bah, costauds? pour développer, parce qu'en fait, forcément, là, c'est à des prix d'appel, c'est-à-dire, enfin, prix d'appel, c'est prix plein. C'est-à-dire que tu prends 2 capteurs, ils sont à prix, on va dire, comment, j'ai oublié Prix l'expression. coûtant? Prix coûtant, non, justement, pas prix coûtant, enfin, prix market, enfin, prix du marché, quoi. On va dire le Son prix plein, tarif prix normal, plein, ouais, quoi. tarif Plein normal, pot. plein pot, merci. Voilà, je vais arriver à trouver mes mots. Et du coup, forcément, si tu les appelles, bah, tu prends une cinquantaine de capteurs, c'est pas comme si tu en achetais 2. Oui, oui, oui. Et puis après, aussi, ce qui est bien, c'est qu'ils ont des offres complémentaires. Et ça, c'est hyper intéressant. En fait, ils ont tout ce qui va être application de suivi des normes, de la chaîne du froid, donc tout ce qui est digitalisation, en fait, du quotidien, Ouais. autour de ce capteur. Et donc là, ils te vendent un abonnement en Exact. SaaS comme on aime, quoi. Exactement, l'abonnement, ça, ce qu'on en aime. Donc c'est assez intéressant. Et du coup, ça change l'approche aussi, parce qu'on va partir plus sur le produit en lui-même, plus que sur les utilisations, en tout cas l'aspect juridique. Donc là, au lieu d'acheter HACCP, donc qui est l'ensemble de la législation autour de la chaîne du froid et des produits, et bah, on va avoir capteur frigorifique, capteur HACCP, donc vraiment le produit au sein de la campagne. Ouais. Et aussi, on va avoir au sein de nos campagnes, par exemple visuelles sur Meta, sur LinkedIn et autres, l'aspect vraiment produit, c'est-à-dire kit de démarrage, en 10 minutes c'est mis en place, enfin, genre vraiment utilisation, pas sur l'aspect législation et respect. Ouais. Donc ça En fait, change. tu peux le marketer comme Voilà. une paire de baskets, quoi. Exactement, sauf que bon, c'est pas la même tête qu'une paire de baskets, mais on Ouais. peut le faire. On peut le faire. Remarque, ce serait marrant de faire un e-commerce pour des produits comme ça, hyper techniques, Ouais. hyper pro. Et avec Mais en des, brandant, ouais, avec des couleurs flashy, des visuels des 3D et 360 tout, où tu fais tourner les capteurs, ouais, nickel, ça va être génial ça. Non mais oui. paillettes, Mais- 2 achetés 3 deuxième offert. Mais Tu pourrais, hein. Ouais, mais ce qui est sûr, et en plus, Sur certains trucs. dans le milieu professionnel, si on fait ça, c'est sûr qu'on se souvient de toi. Quoi. Enfin, Bah, pour du oui. capteur frigorifique vendu comme la dernière paire d'Air Max, personne ne ferait ça, et pourtant, Et tout le monde peut pourquoi le pas, faire. tu vois. Et tout le monde peut le faire. Idée Ouais. à prendre là sur vos marchés. Démarquez-vous, jouez les codes du e-commerce. ça Encore peut- une ça fois, peut être gagnant. 100% des professionnels Ce sont des particuliers. Eh oui. Disons qu'il faut assurer tous les points de la checklist sérieux, ils doivent tous être cochés. Ouais. Mais si c'est le cas, pourquoi pas, quoi. Pourquoi Franchement. pas un peu de fun dans cette vie quand même. Exactement. Est-ce qu'on a des chiffres un petit peu là de budget dépensé? Ouais, bah là aussi, on est là, clairement, et là, on a le chiffre exact, c'est ça qui est beau. On est sur 32 euros par jour, vraiment concrètement, avec à peu près, on va dire, une dizaine d'euros sur le mot-clé capteur, enfin sur tout ce qui est Ok, capteur, sonde. Et c'est intéressant parce que là, j'étais encore dessus tout à l'heure, on fait pas 70 euros là aussi. Parce que le marché est niche, Mm. forcément. Donc on est plutôt à une quarantaine, cinquantaine d'euros de dépenses par semaine. Et à côté, sur tout ce qui va être HACCP, sur chaîne du froid, là on a aussi de la demande. Donc du coup, c'est là où le double site sert dans un premier temps. Le jour où justement le site e-commerce prendra aussi la place du site principal, Ouais. pour à la fois avoir cette vente en direct et cet aspect de vie. C'est sur quoi ils sont en train de travailler. Et en plus d'une refonte graphique. Donc voilà, donc il y a toute... En fait, Il y a c'est du vraiment taf. une évolution, une métamorphose, c'est un peu la chenille qui devient papillon, j'ai envie de dire. Et donc du coup, c'est assez intéressant d'accompagner aussi, à travers l'ADS, cette évolution. Quoi. Ok, ouais. On a quelqu'un qui nous demande comment est-ce qu'on configure les audiences pour des produits de niche comme celui-ci. Alors, Pour pas cramer ton budget, tu vois. pour les audiences, alors ce qu'il faut faire, avant tout, ce que je dis toujours, c'est créer des personas. C'est hyper important. Donc les personas, c'est quoi? C'est les profils types des personnes
qui vont venir sur ton site ou qui sont tes clients. Donc tu prends tes clients actuels, passés, tu fais un persona par rapport à ça. Si tu lances une marque, tu te projettes dans l'avenir et après tu valides ces personas ou non. Donc ça c'est bien. Par exemple, 45 ans, BTP, travaille dans le BTP, chef de chantier et adore les voitures. Ok, donc ça c'est cool, c'est bien. Ça vous avez un persona. Après ce qu'il faut se poser la bonne question c'est quelles sont les thématiques que cette personne va visiter. Quelles sont les thématiques qui vont la toucher. Parce qu'encore une fois, il faut, par exemple si on est sur Meta, on se dit tiens on peut pas faire du B2B sur Meta. Faux. On peut faire du B2B si on se dit que la professionnelle est un particulier, donc du coup on va réfléchir à tiens qu'est-ce que va avoir cette personne. Tiens je sais que dans le BTP, généralement, et même mes clients, parce que je parle avec eux, je les connais, l'aspect voiture est important. Ah tiens, je vais essayer de me mettre avec des restrictions au niveau de l'âge, au niveau peut-être de la géographie, ce genre de choses, me dire je vais aller dans des thématiques connexes à ces personnes-là. Donc vraiment, la question de comment on cible, c'est plutôt en créant des cercles concentriques. Ouais. Ouais, c'est ça. Concentriques, ils sont tous plus ou moins grands, mais avec le même centre. Exactement. Et comme quoi, hein, je sors des mots intelligents des fois. Donc les cercles concentriques, donc vraiment avoir, bah tiens, moi je sais que la personne elle a 45 ans, je sais qu'elle aime les voitures, elle aime aussi tout ce qui est journalisme, oui. voilà. Et donc là, si on fait ça, on trouve notre cible. En fait, on trouve notre cible par intérêt. Et c'est là où c'est hyper important. Et deuxièmement, donc on a cet aspect intérêt et on a l'aspect aussi, l'algorithme aujourd'hui est quasiment roi. Et si vous donnez votre site avec vos publicités, avec vraiment un angle et un message, l'algorithme va faire ce travail-là, d'identifier aussi votre meilleure cible, avec un peu d'entraînement, hein, forcément. Et ben on peut vraiment, naturellement, arriver à des très bons résultats de cette façon. Ouais, et puis le truc aussi qui est important à avoir en tête sur ce sujet-là, pardon, c'est de bien comprendre que en fait ton ciblage parfait tu l'auras pas le premier jour. Ouais. Et en fait c'est du test et de l'adaptation en permanence. Donc à un moment tu te lances, à l'intuition tu fais en gros ce que Thomas vient de dire, tu vois, pour essayer de commencer le mieux possible. Mais de toute façon ce sera qu'un commencement et en fonction de tes performances, bah, après tu vas bidouiller un peu les paramètres et puis petit à petit, c'est comme un bon gâteau, quoi. Tu vois, la première fois que tu le fais, t'es pas au mieux, mais en fait, tu vas changer un peu les ingrédients, tu vas mettre un peu plus de sucre, tu vas retirer la pâte d'amande parce qu'en fait, t'aimes pas ça, et puis tu vas arriver au truc parfait. Bah là, c'est exactement pareil, quoi. C'est pour ça qu'on dit des recettes de grand-mère, c'est des recettes de grand-mère. C'est-à-dire qu'elles ont mis 60 ans à les travailler, et aujourd'hui, c'est les meilleures recettes du monde, mais ça a mis du temps avant d'atteindre la perfection. Moi, pour vous donner un retour d'expérience, c'est déjà arrivé pour certaines marques, pas forcément B2B, mais enfin dans les deux cas. Il me faille vraiment 5 mois pour que ça décolle, mais ça décolle fort. Ouais. C'est-à-dire qu'on est des fois au début pas du tout dans la rentabilité, après on est vraiment break-even pendant un mois ou deux, et une fois qu'on a trouvé la bonne ad justement parce qu'on a compris le message, l'algorithme s'est aligné, plus nous on a un recul sur ce qu'on a demandé justement à l'outil, et qu'on a vu que tout ça marchait pas. Ça c'est super comme info. Tout ça marche pas. Bah, du coup, ça peut marcher. Et c'est là où en fait on tombe sur quelque chose qui décolle et qui permet de croître assez follement dans ces cas-là. Le tout, c'est de se donner du temps. C'est ça qui est important, se donner du temps. Ouais, bah, clairement. Et je vois que quelqu'un nous pose la question toujours par rapport à cette idée de niche. Si finalement il faut rester sur Google et LinkedIn pour taper certains professionnels dans des thématiques précises, industrielles, ou sur différents marchés agricoles, sur les collectivités et tout, bah, même raisonnement, hein, ils peuvent être aussi sur Meta. Et d'ailleurs, ils le sont le soir et le week-end. Donc, faut pas partir du principe que ça marche pas. Après, chaque activité est particulière. Donc là, en fait, tu as un travail de recherche à faire pour essayer de trouver les créneaux où tu peux t'intercaler. Mais t'en as forcément, en fait. T'en as forcément. Et c'est là où nous, c'est notre travail au quotidien, c'est de se dire, j'ai pas encore assez testé, mais le jour où on a assez testé, nous, on sait dire, il faut qu'on rebondisse ailleurs. Ouais. C'est-à-dire que aujourd'hui, on va commencer sur du Google, LinkedIn. Tiens, demain, on se dit, tiens, Google, c'est vraiment pas fou. LinkedIn, tant mieux, ça marche bien.
mais il faut qu'on continue à développer la chose. Donc du coup, soit on augmente notre budget sur LinkedIn et du coup on vraiment diversifie LinkedIn, soit on va sur un autre levier et on essaie des choses. Essayer des choses, ça a toujours été bon. Peut-être que financièrement, ok, ça a un impact, mais au niveau apprentissage et données, il n'y a jamais mieux que ça. Surtout dans le digital où on a un retour direct. On n'est pas dans le métro à avoir un affichage, on ne sait pas si la personne elle s'en fout ou si elle a vraiment vu la pub, quoi. Là, on sait, on a des datas qui nous donnent un retour. Donc, du coup, le mieux, c'est d'avoir du test, d'avoir peut-être des intuitions au début, de se dire oui, bah tiens, LinkedIn, logique, B2B logique. Commençons par ça. Ok, le seul problème, c'est que LinkedIn aujourd'hui, c'est un coût. Donc voilà, il y a des alchimies à avoir en fait avec soit notre budget, soit notre envie, soit notre audience, quoi. En fait, Et c'est effectivement ça c'est le problème de LinkedIn, c'est que une campagne que tu fais sur LinkedIn, tu aurais pu faire beaucoup plus sur Google c'est ça. et Meta et pas forcément avec moins de performance et même probablement avec plus. Donc c'est ça. C'est trouver la bonne alchimie, ouais. Faut pas partir du principe qu'on est en B2B, LinkedIn c'est mieux, quoi, parce que c'est pas vraiment le cas. C'est pas forcément le cas. D'ailleurs, nous on conseille assez rarement. Hein. Bah, en fait, moi je le dis, hein, à moins de pouvoir dépenser 2000 euros par mois sur des campagnes, LinkedIn va être problématique parce qu'en fait c'est 2 euros le CPC, donc le coût par clic minimum. C'est-à-dire que c'est un minimum. Ouais. Là où sur Facebook, sur Meta Ads, sur Instagram, on est sur du 20 centimes, 25 centimes. Et sur Google, entre du 30 et 50 centimes en moyenne. Pour un clic LinkedIn, j'en ai 4, voire 5, voire 6 sur les autres leviers. Donc forcément, plus de trafic dit possiblement plus d'opportunités, plus de gens. Ouais, non, mais c'est clair. Et puis, faut aussi regarder sa propre psychologie. Moi, je sais que je pense franchement avoir jamais cliqué sur une ad sur LinkedIn. Alors, je dis pas que personne ne le fait parce que ça n'existerait plus. Oui, ça n'existe plus, ouais. Mais j'ai quand même l'impression de craquer beaucoup plus souvent pour sur Google ou Meta. Même TikTok, je l'avoue. Donc voilà. Bon, je suis peut-être pas une référence là-dessus, mais c'est vrai que ça confirme un peu l'intuition qu'on a en tout cas. C'est ça. Enfin, l'intuition, l'observation. Ouais. L'observation métrixée qu'on a. Bon, on a fait le tour un petit peu de notre histoire de frigo. On avait d'autres choses à dire, mais on va enchaîner un petit peu. Notre troisième et avant-dernier exemple, c'est une boîte de prod vidéo. Qui fait des contenus photos ou vidéos pour des pros. Pour des pros, c'est ça. Donc là, pareil, on est loin du e-commerce, quoi. Très loin du e-commerce et 100% dans le contact. Ouais. Parce que là, c'est vraiment en plus du contact humain, il n'y a même pas de... On est loin de vous. C'est local. Ouais. En fait, là, ils t'envoient le devis par mail, voire par la poste. Bon, peut-être plus quand même. Ouais, peut-être plus parce qu'ils sont pas très loin normalement de leurs clients. Parce que là, en l'occurrence, c'est clients suisses. Et qui du coup avait du travail, recherchait du coup des personnes qui avaient besoin de mise en avant, de création de contenu. Donc ce qui est bien, c'est que c'est très large. Donc hôtel, marque de luxe, bar, événements d'entreprise, donc vraiment très large gamme de possibilités. Et du coup, il y a ce besoin de convaincre aujourd'hui des professionnels pour justement intervenir. Et là, ce qui est marrant, c'est que si vous avez regardé sur nos deux derniers exemples, il y a vraiment des choses différentes. Et là, la chose différenciante, c'est que ils produisent du contenu pour des professionnels. Donc, quelle est la meilleure arme pour convaincre des professionnels ? Le contenu créé pour les professionnels. Absolument. Et donc, c'est pour ça que c'est une approche hyper importante à garder. C'est que le contenu que vous créez, encore une fois, tout ce que vous créez pour d'autres et pour vous, si vous savez le faire et très bien le faire, c'est votre meilleure arme. Il n'y a même pas meilleure preuve que de montrer une vidéo bien réalisée pour vendre un service de vidéo bien réalisé. En fait, c'est presque un UGC en B2B. C'est son propre UGC en fait. Donc c'est son propre contenu utilisateur, donc c'est ça qui est intéressant. Et donc à partir de là, découle la stratégie et pas l'inverse. On va pas créer des contenus parce qu'on a décidé d'une stratégie, on a des contenus, donc du coup on doit adapter la stratégie à ça. Donc c'est tout ce qui va être encore une fois la notoriété sur YouTube, mais aussi on a tout l'aspect vraiment vidéo Instagram qui était hyper importante à mettre vraiment en avant, à essayer justement de capter à travers soit des hashtags ou des cercles d'intérêt des professionnels,
Donc voilà, c'est vraiment. Mais ce qui était bien, c'est que c'était au niveau très local, donc du coup, forcément, on avait cet aspect local qui nous permet de pas normalement taper dans trop de personnes en dehors de la cible, parce que c'était vraiment tous les professionnels qui avaient un besoin. Donc il y avait des centaines de restaurants là où ils étaient, il y avait des centaines d'entreprises, et ils n'avaient pas de limite sur la réalisation. Donc du coup, ils pouvaient faire tout type de vidéos. Ils proposaient vraiment un accompagnement 100% matériel, tout quoi. Enfin, Ouais. c'était vraiment très complet. Et là, en termes de budget, tu m'avais dit on était à peu près sur du 30 € par jour. Là aussi, 30 euros par jour, ouais. Après, il y a eu comment dire, c'est pas, on peut pas parler de saisonnalité, mais des temps forts. Encore une fois, si vous regardez notre super webinaire d'il y a un mois, du coup, Ouais. au niveau des temps forts des budgets. C'est-à-dire vraiment donc fin d'année, début d'année, où là, on mettait vraiment 30 euros et plus, parce qu'on avait ce besoin d'être présent au moment où les gens se posent des questions Mm. sur comment dépenser le budget ou comment mettre en place une stratégie efficace pour eux. Donc voilà, donc c'est mes 30 euros en moyenne. Ouais. Et là aussi, sur différents. Par contre, là, c'est vraiment cross-canal, hein, donc Ouais. obligatoire avoir cette partie cross-canal avec du méta, un peu de LinkedIn au début, mais encore une fois, c'était cher, donc du coup, on est passé rapidement sur du Google avec cet aspect plus notoriété dans un second temps. Et YouTube, YouTube à fond. Et YouTube à fond. En fait, là, c'était partout, on pouvait mettre de la vidéo, quoi. C'est ça. Et puis, ce qui était bien, c'est que comme ils font de la vidéo tous les jours, on pouvait avoir plein de Ouais. enfin, Là, t'as des du vidéos matos. différentes. C'est ça, du matos. C'est pas mal, hein, t'as pas besoin de produire ton contenu marketing parce qu'il est déjà là, quoi. C'est C'est la ça. preuve. Et comment tu traques la performance dans ce cas où on n'est pas vraiment en e-commerce, tu vois? Alors là, en fait, ce qui est intéressant, et ça c'est une très bonne question, merci Vianney. Non, c'est une question qui revient souvent, et en fait la question c'est, même globalement quand on fait de l'ADS, c'est il faut pas regarder, tiens, sur ce levier-là, j'ai fait un ROS de 5, c'est cool, c'est bien, on est rentable. Sur ce levier-là, j'ai fait 10 devis, c'est cool, est-ce que je suis bien, est-ce que je suis pas bien? Ce qu'il faut savoir, c'est regarder l'activité au global. Mm. Surtout quand on fait de la notoriété, ce genre de choses, c'est de se dire, tiens, depuis que je fais de l'ADS, j'ai dépensé tant d'argent, est-ce que j'ai une augmentation de mon activité globale? Parce qu'en fait, aujourd'hui, à moins de débourser 15 000 euros par mois dans des outils ultra puissants et ultra complexes, on ne peut pas vraiment suivre la personne exactement. Savoir si elle est venue 2-3 fois, si elle est venue 6 fois. Ouais. C'est pas possible. Donc du coup, le tout, c'est d'avoir un recul vraiment de rentabilité sur se dire, tiens, depuis que j'ai fait ça, j'ai gagné 20% de CA. Ok, ça me coûte combien? Tant. Ça représente combien de ma rentabilité de mon CA? Ok, c'est rentable. Donc c'est surtout là-dessus. Mais bien sûr, donc ça c'est vraiment quand on fait du résultat, on fait du devis, on fait de la vente, ce genre de choses. Après, plus vraiment micro, c'est faire un suivi Ouais. de tracking classique, hein, comme Oui, du puisque comme du en B2C. soi, quelqu'un qui va cliquer, tu sais, ton potentiel client qui est en train de prendre son bol de cornflakes C'est le ça. dimanche matin, il voit ta vidéo sur YouTube, il clique, éventuellement il met son mail et tout. Enfin, t'as évidemment l'info dans C'est le manager, exactement quoi. ça. Et il y a aussi on peut suivre, même si la personne ne va pas jusqu'au bout, on sait que notre campagne a généré tant de clics sur la page contact. Il est peut-être pas rempli la page contact, mais il est déjà arrivé là. C'est déjà une preuve d'intérêt. Et on sent les points chauds, quoi. C'est vraiment l'étude de points chauds qui est hyper importante à réaliser. Ok, bah écoute, propre. On enchaîne avec notre dernier exemple Qui qui c'est est ça? nous-mêmes. Qui c'est ça? Oscar Black. Oscar Black. Oui, puisqu'on s'est dit que finalement, ce serait probablement celui dont on pourrait le mieux parler. Ouais. Donc, c'est vrai que nous, on s'est posé la question finalement, comment est-ce qu'on peut mettre à notre propre profit cette expertise qu'on a. Donc, on a pas mal réfléchi. On a pas mal testé aussi. On a pas mal testé, ouais. Clairement, on a fait beaucoup d'itérations. On a identifié des trucs qui marchent bien, des trucs qui marchent moins bien. On va essayer d'être un petit peu synthétique. Ouais. L'idée, alors j'explique en 2 mots comment fonctionne notre site et comment on fonctionne sur le plan commercial, parce que c'est un truc à avoir en tête pour voir comment on gère ces ads. Nous, notre sujet avec les ads, c'est de générer des leads. Bon, c'est assez classique, hein, qui vont ensuite être traités par nos commerciaux. Et si en fait
on arrive à s'entendre avec ces leads et qui sont convaincus qu'on peut leur apporter de la valeur, on signe le contrat, on bosse ensemble. Et donc pour ça, il nous faut des leads qui sont donc gérés par notre équipe marketing. Et pour ça, on a pas mal de canaux qui sont en place. Donc on fait des événements comme celui-ci, on fait donc des ads, on essaie de travailler un peu le SEO. Enfin, voilà, on a plusieurs choses en place. Et donc en fait, les ads font partie de cet arsenal. Alors on n'a pas que ça, mais c'est quand même un truc qui est assez important pour nous. Donc concrètement, un premier truc qu'on a essayé de faire, mais je pense qu'on va les citer un peu comme ça à la louche, c'est d'utiliser le contenu qu'on produit un peu comme porte d'entrée pour notre service commercial. Donc pour ça, on a essayé d'identifier ce qu'on faisait comme contenu. C'est ça. Donc qu'est-ce qu'on a en stock ? On a des webinars comme celui-ci, puisque finalement, si c'est pas interdit, vous aimez bien ce qu'on vous raconte et que vous pensez qu'on peut être pertinent pour vous aider à faire décoller votre activité, à structurer vos ads, à acquérir des leads, ça peut être intéressant. Donc on va pas vous le mentir, en partie pour ça qu'on organise ces lives. Donc les promouvoir, c'est intéressant. On a aussi sur notre site plein de contenus, en fait notamment beaucoup de PDF ou de vidéos qui vont expliquer comment faire des choses assez précises. Donc ça peut être du design, de la gestion de campagne, de l'analyse de métriques, enfin pas mal de choses. Donc ça aussi on peut faire de l'ads dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre en stock ? On a les articles, c'est peut-être pas passionnant ça. C'est pas en plus, enfin ça a plus une notion SEO en plus les articles, mais. Ouais. En fait c'est surtout les webinars. Après il y a notre activité pure aussi, sur laquelle qu'on redirige. Ce qui est intéressant, c'est que les contenus, plus ça va, plus c'est important, parce que plus déjà d'une on est pour créer ces contenus, et en plus plus on a de thématiques différentes, parce que plus on rajoute de personnes au sein d'OB, plus c'est des expertises qui sont intéressantes et qui peuvent apporter justement une plus-value à n'importe qui lit ces contenus. Mais sinon, oui, sur notre activité, par exemple, au début, on a essayé de faire l'achat de mots-clés basiques. On a fait un test. On s'est vite ravisé parce que forcément, il y a énormément de concurrence. C'est hyper cher. Et comme on conseille à nos clients, on ne va pas, excusez-moi l'expression, cramer de la thune pour rien. Parce que c'est vraiment c'est contre-productif. Et donc du coup, on est parti vraiment sur une approche plus contenu, plus justement une approche un peu plus détournée. Et qui pour nous en plus est plus naturelle. Parce qu'en fait, au lieu de te convaincre avec une page avec des prix, on essaye de t'apporter quelque chose avant. Et ce qui en plus est beaucoup plus logique. Parce que c'est un peu ce qu'on fait au quotidien, en parlant avec nos clients, nos prospects en tout cas, en essayant de leur expliquer quelle est la valeur ajoutée d'une agence et ce qu'on peut apporter à ces gens-là. Donc en fait, c'est marrant parce que c'est totalement transparent entre le monde de l'AS que nous on produit et notre façon de travailler aujourd'hui. C'est ça qui aujourd'hui est hyper important, mais les contenus aujourd'hui, on le dira jamais assez, c'est vraiment une très bonne source. C'est clair. Justement, et un très bon support d'ads. Et pour ça, l'idéal c'est d'avoir quelqu'un qui est capable de produire ça et de faire des choses assez quali. Donc nous on a de la chance dans l'équipe d'avoir plusieurs personnes. On a notamment Colline, notre directrice artistique, qui a pas mal bossé justement sur l'image de marque qu'on devait renvoyer avec Lucie, notre équipe marketing. Donc ça nous permet d'avoir des contenus qui sont assez top. Ça c'est un luxe. Après on peut faire sans aussi si on n'a pas ces personnes là on peut s'organiser autrement, mais nous c'est un truc qu'on a mis en place et qui a pas mal marché. Donc ça c'est assez cool. On avait noté aussi de parler du retargeting qu'on fait. Le retargeting c'est assez intéressant. Il y a deux types de retargeting qu'on identifie. Tu as le retargeting chaud, c'est-à-dire c'est une base de données qui est continue, c'est-à-dire tu prends de 30 jours à 400 jours et en gros les personnes qui vont visiter ton site ou qui vont faire une action concrète sur ton site vont être ciblées. Donc ça c'est du chaud parce que c'est en continu. Donc ça c'est hyper intéressant, c'est hyper important de le mettre en place. Et c'est là où on vous parlait tout à l'heure de l'endroit où vous êtes le plus fort. Est-ce que vous savez, vous êtes plus fort, est-ce que vous allez recibler les personnes qui sont venues sur votre site simplement ou celles qui ont fait une action vraiment aller sur cette page produit et du coup ça veut dire que vraiment ils ont vu le message et là à ce moment-là vous savez que vous avez les cartes pour les convertir. Et après il y a le retargeting froid où là justement c'est tout ce qui va être base de prospects
qui va à travers, je sais pas, webinars, rencontres, échanges, même commerciaux. Là, nous, on va essayer de recibler ces personnes-là dans un second temps avec une nouvelle approche, peut-être un nouveau levier qui vient de sortir, et du coup, essayer de leur présenter un peu ce qui est OB à ce jour, alors ce qui n'est plus le cas, j'arrive plus à parler, mais en gros, ce que je veux dire, c'est qu'Oscar Black, une entreprise, ça évolue, et c'est toujours bien de représenter l'entreprise au moment où vous faites les pubs, parce que les personnes, soit elles ont aussi des besoins qui ont évolué, donc peut-être qu'on est au bon moment pour ces personnes-là, et puis nous, quoi qu'il arrive, on évolue, on a de nouveaux leviers, de nouvelles expertises à leur proposer. Donc le retargeting froid, c'est surtout pas oublier. Si vous avez une base de données en tout cas assez conséquente, les plateformes se font un plaisir de manger ces bases de données et de les utiliser pour faire de la publicité. Voilà. Et donc là, à ce moment-là, le contenu, par contre, la publicité est hyper importante. Colin le dirait mieux que moi, mais vraiment, justement, mettre en avant un message fort, efficace, parce que vous n'allez pas faire ce type de retargeting tout le temps. Donc il faut le faire pendant un temps donné et tester les choses, et on a des belles surprises sur ce genre de procédé. Clairement. Et d'ailleurs, un truc qui est intéressant, je trouve, avec ça, c'est que alors ça revient plus sur la partie contenu qu'on a évoqué d'abord, c'est que il y a un principe qui est assez intéressant, c'est de se dire que le contenu, il faut pas le produire une fois, l'utiliser une fois et terminer, mais essayer de l'utiliser finalement autant qu'on peut. Ouais. Et donc nous, un truc qu'on fait et qu'on vous encourage à faire, c'est quand on sort par exemple je sais pas moi, un guide en PDF sur une thématique précise, par exemple le guide des formats dont on parlait tout à l'heure d'images pour les réseaux sociaux, on va pouvoir essayer de le recycler pour l'utiliser pour un certain nombre de canaux marketing différents. Donc par exemple, on peut faire de l'AS dessus, parce que ça, comme on l'a évoqué, parce que ça peut être une porte d'entrée. On va aussi le publier sur LinkedIn en proposant à ceux qui en parlent de le recevoir et donc de récupérer leurs coordonnées comme ça, de s'ajouter avec eux sur LinkedIn et de pouvoir ensuite les inviter peut-être à des événements. On va aussi pouvoir le donner en cadeau bonus à un événement. Donc là par exemple, aujourd'hui on n'a pas de cadeau bonus dans nos posts, mais ça pourrait être ce contenu. On peut aussi éventuellement l'envoyer par mail à une base d'abonnés à notre newsletter, et là aussi ça apporte de la valeur. Et donc en fait, en raisonnant comme ça, on voit qu'un travail de quelques heures ou peut-être quelques journées ou plus pour produire un contenu, il va apporter beaucoup de valeur parce qu'on va pouvoir l'utiliser pour plein d'actions marketing différentes. Et ça, c'est vraiment, en termes d'efficience, c'est pas mal de faire ça. Donc éventuellement, on pourra vous partager un truc qu'on a fait, c'est un outil comme ça pour voir quels sont tous les points de contact. On va distribuer chacun des contenus qu'on fait. Par exemple, là, ce webinar, on est en live maintenant, on va mettre le replay sur YouTube. On pourrait aussi en faire peut-être un PDF qui serait un livre blanc de l'AS en B2B qu'on pourrait mettre sur notre site, sur lequel on pourrait refaire de l'AS derrière. Enfin, en fait, il y a vraiment plein de possibilités, quoi. Faut valoriser le contenu, c'est ça le plus important. Au maximum. Se poser les bonnes questions sur tiens, j'ai fait quelque chose, ça m'a pris du temps, est-ce que je peux pas l'utiliser ailleurs, en fait, tout simplement. Ouais, clairement. Et alors, il y a un dernier truc peut-être dont on peut parler pour nous, qu'on réfléchit peut-être à mettre en place, c'est qu'on a une newsletter qui est pas vraiment une newsletter, on l'a appelé le colis. Nous, c'est un envoi qu'on fait une fois par mois où on aborde un certain nombre de sujets marketing. C'est fait par Lucie de notre équipe, et c'est un mail qui est très quali, parce que ça va aborder des thèmes de marketing ou liés à la pub qui sont très poussés, et en fait on se demande si on ne devrait pas justement faire des campagnes de pub pour récupérer des inscrits à ce colis. Et en fait, ce qui nous fait hésiter, c'est que c'est pas un colis qui a une visée vraiment transactionnelle. C'est uniquement de l'information creusée sur des contenus. Et donc là, on a une réflexion, parce qu'on se dit que ça a quand même de la valeur d'avoir des abonnés, même si on leur vend rien. Donc voilà, on se demande ce qu'on en ferait. Peut-être qu'on pourrait rajouter de temps en temps une petite promo. Enfin voilà, c'est des sujets en cours. Si vous avez une idée, on est preneur de ce qu'on pourrait faire. Et en termes de budget, nous on dépense à peu près 2 000 € par mois, je crois. Ouais, c'est ça, à peu près 2K par mois. En fait, il faut savoir une chose, c'est qu'on n'a pas commencé à 2K. Et là, encore une fois, c'est là où l'évolution est importante. Ouais. On a commencé aux alentours de 500 € sur un levier, et puis après, forcément, on a augmenté, quoi. Parce que, en fait, faut se dire que nous, comme vous pouvez le voir sur notre site, on est sous système d'abonnement.
on est à peu près à 2-3 mois vraiment réellement pour être rentable. Enfin rentable. On arrive à manger à la fin du mois, c'est pas un problème, mais c'est surtout pour vraiment avoir une rentabilité, on va dire break-even, parce que entre toutes les interactions en début de lancement, plus tout ce qui va être travail commercial, il faut un certain temps pour justement avoir cette rentabilité pure. Mais du coup, 2 000 € par mois, si on fait justement normalement un ROS de 3, donc on fait à peu près, enfin un peu plus de 3, on arrive à vite 6 000 €. Et à 6 000 €, du coup, si on fait ça sur quelques mois, on peut continuer à justement à développer justement tout ce qui va être ads et passer peut-être à 2 500-3 000 €. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et on a attaqué avec quoi au début quand on était qu'à 500 €? Justement, on a commencé avec Google, mais après Ouais. on a un peu switché sur justement Meta, parce que justement on s'était dit Oui, pour les contenus, c'était mieux en fait. mots-clés cher, on a du contenu, ça intéresse des gens. Sur Instagram justement, il y a une vraie base professionnelle. Et alors, ça, c'est vrai que c'est lié à notre domaine, donc c'est pas un truc qu'il Ouais. faut que vous dupliquiez Bien comme sûr, ça, ouais. C'est important. mais nous, en tout cas, notre domaine, ça va être le marketing, ça va être la pub sur Internet, ça va être le design, le travail sur... on fait aussi beaucoup d'accompagnement sur des boîtes qui estiment que leur image de marque n'est pas exceptionnelle et qu'elles pourraient moderniser leur image de marque et la rendre plus proche des attentes et de la psychologie des personnes qu'elles veulent toucher. Et en fait, même pour des boîtes B2B, c'est hyper important parce que on voit bien la différence sur un site, une image qui est pas top. Et donc tout ça, comme c'est des choses assez visuelles finalement, pour nous, ça se prête beaucoup, ça se prête vraiment super bien à Facebook et Insta. Ce serait peut-être pas vrai si on faisait autre chose, quoi. Ouais. Donc, faut pas que vous vous disiez ça marche pour eux, on va le faire. C'est un peu plus complexe, faut que vous vous posiez, que vous essayiez. Et puis voilà, c'est ça en fait, faut tester et puis vous verrez bien si ça marche ou pas, hein, C'est ça. quelque part. C'est ça. Voilà, on a fait un peu le tour du sujet nous Ouais. sur Petite question. sur Oscar Black. Si peut-être un dernier truc qui peut être intéressant, c'est sur les gains qu'on a, parce qu'évidemment on a les gains directs que Thomas citait, Ouais, abonnement. qui vont être en fait des contrats qu'on va conclure et donc du chiffre d'affaires. Mais Mais on a pas mal d'autres choses qui sont pour nous intéressantes, comme on disait les inscrits à nos événements, donc comme celui-ci, à notre newsletter, des personnes qui vont parler de nous, même qui vont télécharger notre contenu. Le fait d'être connu en soi, c'est intéressant. Par exemple, nous, quand on répond à des appels d'offres pour des boîtes qui vont être assez structurées et qui ont déjà l'habitude de travailler avec des acteurs de notre secteur, le fait d'être inconnu, ça peut nous désavantager. Et donc en fait, ces campagnes de notoriété nous permettent aussi, même si elles ne vendent rien, d'être quelque part présents dans la tête de ces acheteurs qui ne nous auraient pas connus autrement. Donc c'est aussi très important. On peut citer aussi le recrutement, où ça nous aide forcément d'avoir une notoriété auprès d'étudiants ou d'un public peut-être en recherche d'une nouvelle opportunité professionnelle. Donc voilà, on voit que c'est beaucoup plus large que juste de la conversion pure et dure, quoi. Ouais. Les retombées sont assez importantes. De toute façon, dans le branding, c'est toujours comme ça, hein. Il y a toujours des retombées annexes qui sont tout aussi importantes parce que ça peut développer une approche plus long terme, quoi. Ouais, C'est ouais, ça clairement. surtout, hein. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait vous dire sur les ads chez Oscar Black. Maintenant, on va terminer en prenant quelques questions. Alors, on a explosé pas le calendrier, mais l'horloge, donc on va pas en prendre énormément, mais À cause il y avait quelques questions un petit peu techniques. du... Toujours intéressant les questions techniques. Alors, quelqu'un qui nous demande si on peut répéter le nom de l'outil utilisé pour les mots-clés. Alors, pour trouver les mots-clés, vous avez, je vous donne le tiercé gagnant. Voilà. En allant du plus gratuit au moins gratuit. Alors, le plus gratuit, c'est Google Ads. Donc, vous allez vous créez un petit compte Google Ads. Vous mettez votre carte bleue, mais vous mettez pas d'argent. Vous créez rien du tout dessus. Et ensuite, vous allez dans un petit onglet outils en haut à droite et vous allez trouver tout à gauche de cet onglet, outils de recherche de mots-clés et planification de mots-clés. Donc là, vous allez pouvoir rentrer des mots-clés et trouver leur volume sur Google Ads. Donc ce sera des fourchettes de volume, mais c'est toujours très bien vu que c'est gratuit. Ensuite, vous avez Ubersuggest, qui est un outil lui aussi gratuit jusqu'à 10 recherches par jour. Vous allez avoir le volume, les mots-clés connexes, donc beaucoup de choses très intéressantes.
La licence n'est pas vraiment très très chère, donc vous pouvez regarder, il y a des licences à vie aussi quand il y a des promos. Et le dernier, le plus performant mais le plus cher, c'est SEMrush, du coup, SEMrush, qui lui est vraiment très intéressant parce que si vous avez une licence SEMrush, vous n'allez pas avoir besoin d'autre chose pour faire plein de choses en dehors de la recherche de mots-clés. Donc, il y a de l'analyse de site, il y a de l'analyse de backlink, du SEO, enfin c'est une boîte à outils. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. C'est une citer aussi son concurrent Ahrefs que personnellement je préfère, mais bon voilà. Mais Ahrefs est très très bien. Alors moi concrètement on va le mettre au même niveau. Donc il y a SEMrush et il y a Ahrefs. Donc Ahrefs c'est A-H-R-E-F-S. Ouais. Donc les deux, ça c'est vraiment des vraies solutions poussées. Que vous allez chez l'un ou chez l'autre, c'est génial. Ça a un coût, mais c'est vraiment très très bien. Et je crois que les deux, enfin en tout cas SEMrush le fait, vous avez le droit à 5 recherches par jour gratuites. Et si vous avez 20 comptes Gmail, vous avez le droit à 20 x 5. Voilà, on ne l'a pas dit, mais on l'a dit quand même. On ne l'a pas dit. Autre question technique. Quelqu'un qui nous demande si sur Perfmax les CPA sont plus bas que sur Search. Alors, en fait, c'est encore une fois, ça dépend vraiment. Alors, CPA déjà, coût par action, coût par acquisition. Il y a plusieurs écoles, mais en tout cas, c'est souvent c'est rempli. Enfin, quand quelqu'un a rempli un formulaire dans le cas du B2B. Alors, il n'y a pas vraiment de règles, vraiment, sachant que pour certaines activités, la Perfmax va vraiment bien s'y prêter parce qu'il y a quelque chose de visuel à présenter. Après, on peut toujours présenter des très belles personnes qui se serrent la main, ça marche aussi en Perfmax. Un peu photo Shutterstock, si c'est bien fait, c'est ok. Si le site est bien fait, c'est ok. Il n'y a pas vraiment de règles établies parce que chaque marché est différent et surtout au niveau du mot-clé. Donc, du coup, forcément, plus votre mot-clé va être cher, plus votre trafic va être cher. Et plus normalement votre CPA va être élevé parce que si vous n'êtes pas une marque qui détruit le marché au niveau prix, vous allez avoir un CPA médian sur le marché. Donc dans ces cas-là, oui, je pense que le CPA sur la Perfmax sera moins cher, dans le cas où les mots-clés sont très très chers. Mais sinon, il n'y a pas de règle établie. Malheureusement, je ne peux pas te répondre. Il y a une autre question qui est toujours liée à Perfmax. C'est quelqu'un qui... Alors, la remarque qui est assez intéressante, c'est que donc, Perfmax, on l'expliquait tout à l'heure, c'est un process de Google qui permet de diffuser de la pub partout, en fait, sur tous les espaces de Google. Et donc, on fait confiance à Google qui saura où les positionner et on ne choisit pas exactement où on les met. Et donc, la personne nous dit, finalement, est-ce que c'est intéressant que ce soit totalement piloté par Google qui risque de mettre des pubs à des endroits où on n'a pas forcément besoin, par exemple sur YouTube si tu voulais faire du search ou je sais pas quoi. Donc, moi j'aurais tendance à dire finalement laisse Google tester parce que tu auras peut-être des bonnes surprises. Après, y a la réponse est oui. La réponse est oui parce qu'en fait aujourd'hui, il y a 4 ans je t'aurais dit non. Aujourd'hui je te dis oui parce qu'en fait l'algorithme est beaucoup trop fort. Ouais. Et comme sur Facebook, le broad, c'est-à-dire vraiment ne pas mettre d'intérêt et laisser Facebook faire, c'est beaucoup trop fort aujourd'hui. Si tu as de bons contenus et de bons messages, c'est juste trop fort. Donc oui, aujourd'hui, laisser la main à l'algorithme au niveau du ciblage, c'est hyper intéressant. Parce que ça a une approche qui n'est pas humaine, donc qui n'est pas biaisée. Ça, c'est hyper important. La première règle en marketing, c'est que en fait, si tu penses à toi-même être la cible, ou en tout cas faire les choses selon toi-même, bah, tu as déjà perdu. Alors, en utilisant les algorithmes et tout ce qui va être help, enfin aide à la campagne, c'est hyper intéressant. Bon, toujours avec un esprit critique, mais dans le cadre de la Perfmax, au niveau ciblage. Mais en fait, ça revient à ce qu'on se dit toujours, c'est que là, on raconte plein de choses, on dit sûrement beaucoup de conneries, on a des intuitions qui viennent de choses qu'on a vues, mais en fait, tout ça, c'est des intuitions qui sont avérées être vraies pour certains clients quand même. Sinon on serait pas en train d'en parler, mais en fait on pourra vous donner des tips, des directions, des trucs qui ont marché ou pas. La seule chose qui est vraie, c'est de tester, et une fois que vous avez testé, vous allez voir ce qui est bien ou ce qui est pas bien, vous allez modifier, et en fait il n'y a que ça qui compte, quoi. Ouais, parce que même moi après 6-7 ans d'ads, continuellement je me dis non Thomas, tu n'as pas la vérité à 100%, enfin il y a des nouveaux trucs qui sortent tous les jours, il faut
tester et se dire c'était bien jusque-là, Ouais. mais si ça se trouve demain ça marchera pas, donc il faut quand même qu'on continue de tester. Ouais, Et puis notre le métier, marché c'est plutôt évolue, ça, ouais. Le marché et les technos évoluent. C'est Donc en ça. fait, c'est pour ça que nous, on existe aussi en tant qu'experts dans ce domaine-là. C'est que bah, justement, ouais, notre boulot, c'est ça, quoi. C'est ça. De tester, de s'adapter à ce qui change. Et puis de sentir, c'est ça le plus dur, c'est sentir là où, quand ça se passe bien ou qu'il y a un potentiel. Ça, c'est vraiment un petit travail de fond quand même à avoir. Ouais, bon, clairement. Bon, on arrive un peu au terme. Là, il y avait d'autres questions techniques, mais on doit rendre l'antenne. Donc voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était vraiment sympa de parler de ce sujet. Merci Thomas. Bah de rien. On vous donne rendez-vous pour un prochain sujet dans un mois. C'est le troisième vendredi du mois de mars. On parlera de community management et ce sera à la fois B2B et B2C. Le but, ce sera de voir comment on doit, enfin, quelles sont les bonnes pratiques en tout cas pour tenir à jour et avoir des réseaux sociaux qui soient dynamiques et qui donnent envie de bosser avec vous. On aura pour ça en invité guest Elise qui est la directrice du community management chez Oscar Black, donc elle gère tous les comptes de nos clients en community management et voilà, elle nous partagera toutes ces bonnes pratiques. Merci beaucoup. Un autre petit mot peut-être, c'est que vous pouvez aller voir la newsletter, le colis dont on parlait, qui apporte pas mal d'informations intéressantes sur le marketing en général. On a à chaque fois des thématiques d'actualité. Donc voilà, n'hésitez pas. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt. Merci beaucoup. Très vite.